Les TCA, s'outiller pour mieux soutenir. Bonjour, moi c'est Cora Loomis, nutritionniste, et c'est moi qui va vous présenter cette visioconférence. Mes objectifs au courant de la prochaine à peu près 1 heure, c'est de vous aider à mieux comprendre la complexité et les nuances des TCA, d'explorer ensemble le processus de rétablissement d'un TCA, ainsi que d'identifier les attitudes qui permettent de soutenir une personne qui vit avec un TCA. Et avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un TCA? C'est vraiment l'acronyme pour trouble du comportement alimentaire. Donc, je vais utiliser TCA afin de raccourcir le tout pour vous et pour moi. Quand on parle d'un TCA, on aime bien imager la chose comme les comportements ou les symptômes étant le bout visible de l'iceberg. Donc vraiment, ici, ça peut être la restriction, ça peut être des comportements de surentraînement, on va en parler davantage tantôt. Puis il y a la partie qui est cachée. Puis c'est pas juste caché à l'entourage, c'est aussi souvent caché à la personne qui vit avec un TCA. Donc là, c'est tous les enjeux, on va aussi en parler avec les facteurs prédisposants, mais c'est le monde interne, c'est les émotions, c'est les croyances, c'est les pensées, c'est ce qui nourrit en fait les symptômes qu'on voit. C'est très important de reconnaître que c'est plus complexe et c'est plus profond et que c'est autre chose que juste les comportements ou les symptômes, puisqu'un TCA, c'est un des petits drapeaux rouges, en fait, ou des gros drapeaux rouges, qui a beaucoup plus qui se passe sous la surface. On va explorer ensemble les différents types de TCA. Donc, dans le DSM-5, il y a des critères de diagnostic, mais sans aller dans ces détails-là, je souhaitais vous expliquer les grandes lignes des TCA. Donc, l'anorexie, c'est vraiment la restriction sévère. C'est beaucoup de contrôle. Généralement, c'est des apports caloriques insuffisants pour soutenir la personne. C'est accompagné d'une énorme préoccupation à l'égard du poids, à l'égard du corps, une obsession avec la minceur. Et ça peut se présenter chez des personnes dans différents corps. Donc souvent, on associe l'anorexie avec un poids insuffisant, mais ce n'est pas toujours le cas. Super important à noter. Ensuite, la boulimie, c'est souvent aussi en lien avec la restriction, mais on voit des crises alimentaires récurrentes. Une crise alimentaire étant une prise de bouffe beaucoup plus grande que la moyenne ou ce qui peut être normal. Donc, en peu de temps, on mange beaucoup, puis on vit un sentiment de perte de contrôle. Et puis, ça revient assez régulièrement. La boulimie est accompagnée par la suite de comportements compensatoires, c'est-à-dire ça peut être des vomissements, ça peut être l'usage de laxatifs, ça peut être de surentraînement. Il y a d'autres moyens aussi, donc crise alimentaire, compensation, mais aussi un désir de contrôle, une préoccupation à l'égard du poids, une peur de prendre du poids qui motive en fait les compensations. Il y a également l'hyperphagie, donc l'hyperphagie qui est un peu comme la boulimie dans le sens qu'il y a des crises alimentaires qui se passent assez régulièrement, perte de contrôle, énorme sentiment de honte, de culpabilité, mais il n'y a pas de comportement compensatoire dans l'hyperphagie. Il y a également des TCA non spécifiés, donc théoriquement, l'orthorexie et la bigorexie font partie, mais sont assez récurrents et courants, que j'avais envie de les expliquer un peu à part. Donc, l'orthorexie, qui est une obsession avec manger sainement ou manger parfaitement ou manger correctement. Donc, souvent par souci d'être en santé, de vivre longtemps, de la peur des maladies, et ça devient un problème puisque ça affecte la qualité de vie de la personne. Par exemple, ça devient très difficile de sortir de chez soi, de manger chez les autres. Ça n'a même pas besoin d'être au restaurant, ça peut être chez des amis, chez ses parents, parce qu'on n'a pas le contrôle sur la qualité des ingrédients. Ça devient très difficile aussi de faire juste son épicerie parce que les personnes veulent valider la qualité nutritionnelle de chaque produit. Pas nécessairement par exprès, mais ça peut être accompagné d'un apport insuffisant, donc un changement au niveau du poids ou du corps, puisque la personne n'arrive pas à manger assez
avec toutes ces règles strictes qui sont en place. Il y a également la bigorexie. Donc, c'est vraiment une obsession avec la musculation, un désir d'être toujours plus musclé, une croyance qu'on ne l'est pas assez. Puis ça peut être vraiment en lien avec la dysmorphie corporelle. Donc, même si la personne est musclée, la personne peut se percevoir comme pas assez. Ça, c'est un trouble alimentaire qui affecte plus les personnes du genre masculin, mais pas uniquement. Et nuit, j'ai envie de dire, à la qualité de vie de par vraiment l'omniprésence de ces pensées-là, la surentraînement, puis ça déverse aussi dans l'alimentation, dans le sens qu'il y a une consommation trop accrue de certains nutriments dans le but de devenir toujours plus musclé. Dans les autres types de TCA non spécifiés, on va retrouver tout ce qui ne fit pas parfaitement dans les critères de diagnostic. Manger ses émotions. Donc, quand c'est pas assez souvent pour être diagnostiqué comme de l'hyperphagie, mais que la personne vit des moments de détresse émotionnelle apaisés par les aliments, puis souvent, encore une fois, une crise alimentaire, une grande quantité en peu de temps. Il y a également le trouble d'alimentation sélective et ou d'évitement qui se passe très souvent, ou plus souvent, chez les jeunes, donc les enfants et les adolescents, en lien avec une sensibilité sensorielle. Donc, il y a beaucoup d'aliments qui ne sont pas tolérables, les jeunes ne sont pas capables de tolérer, et ça fait en sorte qu'ils préfèrent ne pas manger que de vivre cet inconfort-là, ce qui mène évidemment à un apport insuffisant calorique, ce qui a un impact sur la qualité de vie, l'énergie et la courbe de croissance de l'enfant. Il y a d'autres troubles non spécifiés, mais voilà ce que j'avais envie de vous présenter pour aujourd'hui. Les TCA, ça touche qui? Je vous invite à jouer un petit jeu avec moi, à vous fermer les yeux ou pas, mais vraiment à imaginer dans votre tête une personne qui vit avec un TCA. Je vous gage que l'image qui est apparue est teintée de préjugés en lien avec ce que c'est un TCA. Puis je tiens à souligner 1000 fois qu'un TCA, ça ne se voit pas. Ça peut affecter n'importe qui, peu importe leur âge, peu importe leur classe sociale, peu importe leur niveau d'éducation, peu importe même leur connaissance, leur entourage, ça peut vraiment affecter n'importe qui. Ensuite, les TCA, ça se développe comment? Donc, on sait qu'il y a des facteurs prédisposants, des facteurs de précipitation et des facteurs de maintien. Allons voir ensemble ce qu'ils sont. Pour les facteurs prédisposants, on a des facteurs sociaux. Donc, ici, on parle beaucoup de tous les effets de la culture des diètes. Donc, vivre dans une société qui met beaucoup de pression à être dans un corps mince, qui met encore beaucoup dans les médias des images retouchées ou même maintenant créées carrément par l'IA, donc complètement irréalistes, des corps qui sont mis de l'avant. Ça peut aussi être des commentaires reçus directement envers soi-même, de son entourage, de sa famille, sur son corps ou sur comment la personne mange, comme ça peut être des commentaires indirects ou perçus, donc quelqu'un à côté de nous qui commente le corps ou comment qu'elle mange quelqu'un d'autre qui n'est même pas dans la pièce ou qui est peut-être dans la pièce, mais on intègre vraiment toutes les informations, toutes les nuances, tous les messages qui sont derrière ça. D'un côté social, il y a aussi la place de la famille. Donc, il y a différentes dynamiques familiales. Il y a des familles dysfonctionnelles qui peuvent augmenter les risques. Donc, c'est vraiment un facteur prédisposant. Ça ne veut pas dire toutefois que les familles sont une raison ou la raison derrière le développement d'un TCA. C'est jamais une chose de toute façon, c'est toujours très multifactoriel. Puis c'est jamais aidant de mettre le blâme sur la famille puisque la famille peut être une source incroyable de soutien. Mais on reconnaît que l'environnement dans lequel on grandit peut avoir un gros impact sur les risques de développer un TCA. Donc, ensuite, il y a les facteurs psychologiques. Donc, là, on parle plus de l'identité de soi. Donc, si on a de la difficulté à se forger une identité, peu importe la raison, s'il y a une faible estime de soi, une image corporelle négative,
S'il y a des troubles d'anxiété, les troubles dépressifs, ça va être un facteur de risque, donc vraiment un facteur prédisposant. Et puis, pour les facteurs biologiques, en fait, c'est que les TCA ont une composante génétique. Donc, si dans la famille, il y a d'autres personnes qui souffrent d'un TCA, bien, on reconnaît qu'il y a un lien et que cette personne-là serait plus à risque d'en développer un également. Pour les facteurs précipitants, ici, on parle de deux choses principales. Donc, la restriction calorique, surtout pour quelqu'un qui a des facteurs génétiques, qui est dans un endroit plus fragile au niveau psychologique, d'entamer un processus de restriction calorique, donc un régime, une diète, c'est un déclencheur important. Puis ça n'a même pas besoin d'être sévère. On sait que 3 semaines de diète modérée affecte déjà les fonctions du cerveau, affecte déjà les signaux de l'appétit. Donc, embarquer sur un régime pour n'importe quelle raison, puis des fois, c'est même pas par exprès, ça serait un facteur précipitant. Sinon, c'est tout autre, tout événement qui peut être bouleversant. Donc, on se rappelle de l'iceberg, de ce qui se trouve en dessous de la surface. Vivre des grosses affaires comme des gros changements de vie, que ça soit un changement d'école, un déménagement, même des choses le fun comme un mariage ou l'arrivée d'un bébé dans sa vie. Tout gros changement qui va bousculer un peu son quotidien, puis peut-être même son identité, peut être un facteur précipitant. Il y a aussi tout ce qui est perte, deuil, échec. Donc, des moments plus difficiles où est-ce que les émotions sont grandes, fortes et souvent très désagréables. Et puis, la pression. Donc, ça peut être la pression qui vient de son travail grâce à une promotion qui peut être quelque chose de positif, encore une fois. Ça peut être la pression de performer à l'école. Ça peut aussi être des traumatismes, donc des événements extrêmement difficiles qui peuvent déclencher un TCA. Ensuite, pour les facteurs de maintien. Donc, une fois qu'un TCA s'installe, qu'est-ce qui fait que ça reste? Ça peut être différentes choses. Tout d'abord, si des situations difficiles ou des émotions super challengeantes restent, des fois on accumule des changements où la pression ne disparaît pas, un traumatisme n'est pas abordé parce qu'on n'a pas accès à du soutien. Donc, le fait que la situation stressante, difficile reste sera un facteur de maintien. Sinon, il y a la réaction des autres. Donc, parfois, et très malheureusement, quand on vit un TCA, il y a des compliments qui peuvent arriver. Surtout, j'ai envie de dire, quand c'est un TCA de type restrictif, où est-ce que le contrôle est présent, et le contrôle étant bien perçu, on est vraiment dans si la personne reçoit des compliments, bien, c'est quand même une motivation de rester dans ces comportements-là de TCA. Puis le dernier facteur de maintien, c'est peu d'accès aux ressources. Donc, si la personne cherche de l'aide, mais que c'est peu disponible, si la personne cherche de l'aide, mais a moins de temps pour avoir du soutien, bien, ça fait en sorte que ça peut rester plus longtemps, la réalité de la personne. Pour finir avec la section « Qu'est-ce que c'est les TCA ?» on revient avec une image, donc cette fois-ci la bouée, pour reconnaître que quand les choses vont pas bien, quand que la vie est très difficile, quand les émotions sont énormément difficiles, le TCA sert comme une bouée, sert vraiment comme une façon de survivre ou de se sauver d'une méga tempête. On s'entend qu'en plein milieu d'un océan avec une bouée, on ne toffe pas longtemps. Avec un TCA et les comportements et les dégâts que ça peut mener, ce n'est pas une solution à long terme non plus. Mais il faut reconnaître que c'est quand même une façon de survivre et que ça a eu une utilité en fait, dans la vie de la personne. Que ça soit le contrôle, la restriction qui fait en sorte qu'on arrive à traverser quelque chose de difficile ou que ça soit l'effet anesthésiant de manger en grande quantité, le fait que ça nous coupe de ces émotions-là, tout ça est quand même important d'un point de vue de survivre puis avancer à travers de quelque chose de difficile. Les TCA, on s'en sort comment
Donc, vraiment, les étapes du rétablissement. Encore une image, puis celle-ci me parle beaucoup parce que je suis vraiment une grande fan de randonnée. Donc, le chemin sinueux. Quand on parle du rétablissement d'un TCA, on parle de tout sauf de quoi qui est linéaire, un peu comme quand on embarque dans une randonnée ou sur une balade en forêt, où est-ce que le chemin, il n'est pas droit, il n'est jamais droit. Il y a souvent des tournants, des surprises, des hauts puis des bas. Puis le cheminement d'un TCA, c'est un peu comme ça, mais ce n'est pas que difficile ou imprévisible ou surprenant. Ça peut aussi être beau. On peut avoir accès à des moments de pause, avoir besoin d'une pause, puis se l'accorder quand on voit un petit banc. On peut croiser le chemin de quelqu'un qui est vraiment cool, qui nous fait un beau sourire ou qui marche même un petit bout de chemin avec nous. Donc, l'idée du chemin sinueux, pas du tout linéaire, ça ressemble beaucoup vraiment au rétablissement d'un TCA. Puis, du même côté, quand on parle de faire une randonnée, j'avais envie de parler des morceaux du rétablissement, un peu comme des outils ou des points de vue, des façons de voir qu'on met dans notre sac à dos pour que ça se passe un peu mieux. Tout d'abord, c'est se rappeler que c'est un processus à long terme. C'est vraiment reconnu que le plus longtemps qu'on est prise avec un TCA, le plus long que le rétablissement sera. Donc, si ça fait des années que quelqu'un souffre d'un TCA, on peut s'attendre à ce que le chemin de rétablissement soit plus long. Pour le processus à long terme, c'est se rappeler à quel point que c'est un travail de longue haleine. Donc, on embarque dans quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, probablement des années, puis on reconnaît que le plus longtemps que quelqu'un vit avec un TCA, le plus long que le processus de rétablissement sera. Puis, dans cette étape-là, ou ce morceau-là, c'est aussi méga important d'identifier un peu c'est quoi l'objectif ou le but de ce processus-là. Il y a certaines personnes qui se sentent vraiment libres du TCA, qui se sentent rétablies, alors qu'il y en a d'autres qui arrivent à un stade où est-ce que les symptômes, les pensées, les comportements sont amoindris et la qualité de vie est augmentée et que ça leur convient. Donc, l'idée de rétablissement, c'est très, très, très personnel et unique pour chacun. Le rythme sera différent pour chacun et de savoir environ vers quoi qu'on s'enligne, qu'est-ce qui semble réaliste pour soi dans ce processus-là, c'est très, très, très aidant. Donc, pour le deuxième point de vue dans son sac à dos, on parle de la qualité de vie. Donc, ici, c'est un rappel que c'est vraiment plus efficace dans le rétablissement de mettre l'énergie sur une amélioration de la qualité de vie versus une diminution de symptômes ou une diminution de fréquence des comportements reliés au TCA. Donc, qu'est-ce qui améliore la qualité de vie de quelqu'un? Ça, la personne le sait. Donc, on veut vraiment que ça soit très personnalisé, que la personne identifie qu'est-ce qui est important pour elle afin de mettre l'énergie là-dessus. On parle ici vraiment de travailler ce qui se cache en dessous de l'iceberg. Pour que la qualité de vie s'améliore, bien, le bout va en fait commencer à fondre, j'ai envie de dire. Avant de parler du soutien, de l'équipe de soutien, je veux encore une fois offrir un visuel de ring de boxe. Dans le rétablissement d'un TCA, il y a énormément d'ambivalence. Donc, il y a d'un côté le désir de se rétablir, le désir d'aller mieux, le désir de se débarrasser des comportements qui font mal à long terme. Puis de l'autre côté, il y a encore la voix du TCA qui dit « ben non, ça fonctionne super bien, je ne sens pas mes émotions et je réussis à X, Y, Z ». Donc, on voit ça un peu comme le ring de boxe parce qu'il y a deux voix ou deux points de vue qui se battent, qui se chicanent. Et c'est là que la place de l'équipe va entrer en compte. C'est vraiment ces personnes-là qui viennent entraîner la voix qui veut aller mieux, qui permettent des pauses à cette partie de la personne aussi. Donc, l'ambivalence, c'est super normal et l'équipe, le soutien, les personnes, l'entourage sera là pour renforcer le côté qui veut se rétablir. Quand on parle de l'équipe et se bâtir une équipe, ici, on parle d'un beau mélange de personnes. Ça peut être des professionnels, ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être
un voisin, ça peut être vraiment n'importe qui, mais on reconnaît que le rétablissement se passe vraiment mieux. Des fois, on dit même que c'est nécessaire d'avoir du soutien, d'avoir les personnes autour, qui entourent celui qui souffre d'un TCA. Généralement, on souhaite que ça soit des personnes choisies, qu'on essaie de trouver les gens avec qui on se sent bien, où est-ce qu'on se sent respecté, où est-ce qu'on se sent écouté. On n'a pas toujours ce luxe-là, on comprend bien, mais du mieux qu'on peut, c'est la personne qui choisit son équipe, qui va faire du bien. Puis, par exemple, si on parle du côté psychothérapie, qui se veut un des morceaux très importants, bien, ça peut se faire de différentes façons. Donc, il y a la psychothérapie où est-ce qu'on s'assoit puis on parle, puis même à l'intérieur de ça, il y a tout plein d'approches, mais aussi l'art-thérapie qui permet, pour l'avoir essayé, d'accéder à des choses qui sont tellement vraies et tellement importantes, mais avec un beau détour plus doux, j'ai envie de dire, via l'art, via la création, via le côté de notre cerveau qui n'est pas en train de réfléchir, mais qui est en train de vivre et ressentir. C'est aussi important dans l'entourage de trouver des amis avec qui on peut juste déconnecter. Donc, on parle des professionnels, des proches qui vont nous soutenir, qui vont soutenir dans le processus, mais c'est aussi important d'avoir des gens qui nous divertissent, qui sont des distractions, parce que c'est beaucoup juste plaisant. Puis ça, parfois, dans l'équipe, les gens ne savent même pas qu'ils jouent ce rôle-là parce que c'est super important qu'une personne qui souffre d'un TCA divulgue cette information-là seulement aux gens qu'il ou elle désire. Puis des fois, quelqu'un va jouer le rôle d'un ami, le fun, agréable, distrayant, sans même savoir qu'il soutient la personne. Et ça, c'est beau. Sinon, pour être plus précis, les rôles des spécialistes dans le rétablissement d'un TCA, en gros, on a comme le trio un peu classique de médecins, psychothérapeutes et nutritionnistes, donc pour s'occuper vraiment du biopsychosocial. Donc, le médecin qui va jouer le rôle de valider tout ce qui est signes vitaux, de faire des tests sanguins au besoin, qui va, si possible, prévenir que la situation physique s'empire, qui va aussi référer à d'autres ressources au besoin. Sinon, en psychothérapie, c'est vraiment explorer qu'est-ce qui se passe en dessous de l'iceberg, en dessous de l'eau, la partie cachée, donc tout le monde émotionnel, tous les facteurs précipitants, vraiment mieux comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les facteurs de maintien aussi, pourquoi ça fait que ça reste. Donc, une personne de confiance avec qui démêler tout ça. Encore une fois, travailler en équipe avec les autres spécialistes afin de référer ou informer, donner des informations pertinentes. Puis le troisième, c'est vraiment une nutritionniste, donc quelqu'un qui s'occupe du côté nutritionnel, du côté alimentaire. En fonction du type de TCA, l'intervention sera un peu différente, mais l'objectif, ça serait de normaliser l'alimentation, donc vraiment au niveau des apports. Des fois, ça veut dire augmenter les apports en douceur. Des fois, ça veut dire mieux répandre dans la journée. On va corriger aussi des déficits nutritionnels, des fois avec des suppléments, des fois avec les aliments. Et les nutritionnistes aussi peuvent travailler la relation entretenue avec les aliments. Donc, les aliments interdits, les aliments qui sont effrayants. Un rôle très important. Puis l'image corporelle, ça peut être abordé soit par la psychothérapeute, soit par la nutritionniste, soit par les deux, mais ça aussi, vu que la préoccupation à l'égard du poids est très présente chez les personnes qui souffrent de TCA, ça sera quelque chose qui peut être abordé avec ces spécialistes-là. Ensuite, les rôles des proches, je l'avais nommé un peu tantôt, mais il y a certains des proches qui vont divertir, qui vont être des sources vraiment de distraction, de plaisir ou de repos. Sinon, ça dépend c'est qui. Donc, quand on parle de la famille ou des parents, en fonction de l'âge, évidemment de la personne qui vit avec un TCA, mais je crois que le soutien peut être offert à tous les âges aussi. Mais ça peut être d'offrir, par exemple, si parent d'un enfant qui vit encore à la maison, qui est enfant ou adolescent, mais les parents vont jouer le rôle de beaucoup encadrer l'alimentation et régulariser la prise alimentaire.
Mais même si, je sais pas, j'imagine un adulte qui vit avec un TCA et qui demande à son parent d'apporter de la bouffe ou manger une fois par semaine avec la personne, ça peut être ce genre de soutien aussi. Puis pour les amis, les proches, c'est d'être présent, c'est d'être à l'écoute. Et c'est de demander à la personne comment qu'on peut aider, comment qu'on peut soutenir, parce que chaque individu a besoin de quelque chose propre à lui. Maintenant, les PPPP, les plus petits pas possibles. Dans son sac à dos, c'est le rappel qu'on ne monte pas une montagne grande enjambée avec full énergie, mais plutôt un pas à la fois. Donc, vraiment, le rétablissement, ça se fait en prenant des petits pas, puis même les plus petits pas possibles. Ce qui assure qu'on ne s'épuise pas, ce qui assure qu'on avance plus assurément avec un peu moins de rechutes ou de blessures. Donc, avoir des objectifs vraiment adaptés, avoir des buts vraiment tout petits. Puis quand je dis tout petit, là, ça peut être d'ajouter une chose dans une journée, côté alimentation, par exemple. Ça peut être de parler à quelqu'un de ce qu'on vit. Ça peut être d'oser aller demander de l'aide ou juste s'informer de qu'est-ce qui est disponible comme aide. Donc, vraiment, les plus petits pas possibles fait en sorte que le cheminement se fait de façon plus sûre. Et le dernier, c'est vraiment la façon de percevoir les rechutes, qui sont d'ailleurs inévitables et très normales. Puis le plus qu'on peut normaliser ça auprès des personnes qui vivent avec un TCA, mais aussi avec les personnes qui l'entourent, parce que souvent les rechutes sont perçues comme un gros échec ou un manque de motivation ou une incapacité à avancer, mais non, c'est juste vraiment normal. On se rappelle du ring de boxe, la voix, la personne, le côté du TCA est encore très présent, très fort, puis des fois, c'est lui qui gagne. Mais les rechutes sont des occasions d'apprendre plus sur qu'est-ce qui se passe. Donc, de s'arrêter, se poser quelques questions comme « Ouf, qu'est-ce qui s'est passé pour que je retombe, que je rechute? Quelles sont les choses que je peux mettre en place pour que ça soit moins fréquent ou que je tombe moins loin une prochaine fois? Quelles sont les personnes autour de moi qui peuvent m'aider? Donc, vraiment prendre l'occasion pour en apprendre, puis se sentir tellement fier de se relever. Parce que les rechutes, comme je dis, sont normales, peuvent être nombreuses, mais c'est le fait de se relever, de continuer ce cheminement-là qui fait en sorte qu'on se rend à quelque part qui convient à la personne d'un point de vue du rétablissement. Et là, on rentre dans la dernière section. Les TCA, on soutient comment? Donc, on embarque dans mon troisième objectif de la visioconférence. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour soutenir une personne. Mais tout d'abord, on doit assurer la sécurité, c'est-à-dire évaluer si la personne est en situation d'urgence et agir. Donc, quand est-ce qu'on sait que quelqu'un est en situation d'urgence? Bien, si un TCA est accompagné, se passe en même temps qu'une grossesse, si la personne fait du diabète de type 1, si la personne a des symptômes qui nous aident à comprendre que ça va vraiment pas bien, comme de l'évanouissement, perte de conscience, étourdissement. Si on voit que la personne a des idées suicidaires, si la santé mentale va vraiment pas bien. Donc, on agit, on peut appeler un proche, si on connaît les proches. On peut être le proche qui amène la personne en lieu sûr. Des fois, c'est l'hôpital, évidemment avec le consentement de la personne qui souffre d'un TCA. On peut appeler le 911 si on ne sait pas quoi faire ou si la situation est vraiment grave. On peut aussi appeler avec la personne ou seul, je vis, donc pour du soutien au niveau des idées suicidaires. Donc, d'abord, on assure la sécurité du mieux qu'on peut. Et quand je dis du mieux qu'on peut, en fonction de ses capacités. Donc, je dis des fois, c'est nous, c'est toi, c'est la personne qui est là, qui soutient. Mais des fois, on n'a pas la capacité et c'est très important de déléguer à ce moment-là parce qu'on veut aussi assurer sa sécurité soi-même. Le fameux, on met son masque d'oxygène avant de mettre celui de notre
voisin en avion, c'est un peu la même situation. Sinon, ce qu'on peut faire pour soutenir, c'est vraiment s'informer et mieux comprendre justement les TCA. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait partie. Il y a beaucoup de ressources, j'ai envie de dire, incluant une super ressource sur le site d'Arrimage, donc vraiment un guide de référence sur les TCA. Il y a des livres, il y a des personnes qui peuvent raconter leur expérience. Il y a vraiment moyen de s'informer justement sur la complexité et les nuances. Le mieux qu'on comprend, le mieux on peut aider. Ensuite, respecter le rythme de la personne. Des fois, on aime tellement la personne qu'on veut qu'ils aillent mieux, plus vite qu'ils sont capables. Et ça, ça demande encore beaucoup d'amour, de ralentir, d'ajuster ses attentes pour respecter le rythme de la personne. Ce n'est que la personne elle-même qui est capable d'avancer, qui est capable d'aller de l'avant en demandant le soutien nécessaire. C'est pas quelque chose qu'on peut obliger. Donc, d'être dans le respect, dans l'accompagnement, ça va très, très loin. Ensuite, écouter. Ça peut sembler super simple, mais c'est comme un super pouvoir d'être à l'écoute réelle, l'écoute active, l'écoute bienveillante. Ça fait en sorte que la personne a la chance de s'exprimer sur leur expérience, puis ça fait en sorte qu'on entend réellement ce qu'il ou elle a à dire. Sinon, afin d'aider, il faut respecter ses propres limites et besoins. Donc, si on est en situation fragile, peu importe, des fois, en fait, une personne avec un TCA veut soutenir une personne avec un TCA. On s'entend que c'est pas impossible parce que l'humain est incroyable, mais il faut quand même respecter ses propres limites et ses besoins, les communiquer à la personne, puis demander du soutien ou de l'aide externe dans ces situations-là. On n'est pas utile si on ne se sent pas respecté nous-mêmes. Ne pas axer sur l'image ou l'apparence. Une personne qui vit avec un TCA, je vous garantis, réfléchit déjà énormément à ces enjeux-là. Donc, quand on passe du temps avec il ou elle, on évite de parler de poids, d'apparence, de changement corporel, que ça soit chez soi, chez l'autre ou chez n'importe qui d'autre, même si la personne n'est pas dans la pièce. Donc, on ne jase pas de ça. Mais si on ne peut pas parler de ça, on peut parler de quoi? En fait, on peut évidemment se questionner plus sur des choses importantes, les choses qui comptent, les choses qui sont encore une fois en dessous de l'iceberg. Donc, les émotions, qu'est-ce qui rend triste, qu'est-ce qui rend heureux, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. S'intéresser vraiment au monde intérieur de la personne au lieu de parler de l'extérieur, l'apparence puis la physique. Reconnaître les forces est une autre façon d'aider la personne puisque quand on parle d'une personne qui souffre de TCA, on parle d'une personne entière. Des fois, on s'arrête un peu au comportement, à comment le TCA se présente, mais cette personne-là a plein de forces. Puis le plus qu'on peut les reconnaître, les nommer, même les nourrir, ça permet à la personne de s'accrocher à ces forces-là puis de les utiliser afin de mieux cheminer dans son rétablissement. On peut encourager l'expérimentation chez les personnes, c'est-à-dire si une façon de travailler ou une nutritionniste ou une psychothérapie, une approche ne convient pas, on peut les encourager à essayer autre chose. Donc, c'est pas parce que la personne a déjà consulté telle ou telle personne ou telle approche qu'il n'y a pas un autre qui pourrait aider. Des fois, il faut faire preuve de beaucoup de créativité, mais c'est vraiment important, en fait, d'encourager de se réessayer, d'expérimenter d'autres choses pour voir qu'est-ce qui peut aider réellement cette personne-là. Pour ce qui est de viser l'amélioration de la qualité de vie, on l'a nommé comme étant une façon de voir les choses qu'on met dans son sac à dos pour le chemin sinueux du rétablissement, mais c'est aussi quelque chose que les gens peuvent faire pour soutenir, donc vraiment élargir sa façon de voir la qualité de vie, s'intéresser à ce qui fait du bien à la personne, aider la personne à poser des gestes concrets. Des fois, ça peut être intimidant de s'inscrire à une activité qu'on aime, mais si on le fait avec un ami, ça peut être facilitant. Et puis, le dernier petit truc, c'est vraiment solidifier le réseau.
Donc ça, encore une fois, surtout, j'ai envie de dire, si on est des professionnels ou des spécialistes, c'est de diriger les personnes vers des organismes, vers des groupes de soutien pour que la personne puisse rentrer en contact avec d'autres gens, puisse élargir vraiment le soutien, le réseau, puisque le plus qu'il y a les bonnes personnes sur l'équipe, le mieux que ça va se passer pour le rétablissement. Et puis, pour finir la section de comment on peut soutenir une personne qui souffre d'un TCA, ça fait un peu kitsch, mais c'est tellement vrai. Vous faire confiance. Vous êtes une personne qui aime la personne qui souffre ou qui se soucie de la personne qui souffre. Vous êtes une personne avec des forces. Vous êtes une personne qui est présente. Donc, se faire confiance que vous êtes réellement votre meilleur outil dans le soutien de l'autre. Je vous invite vraiment à croire en vous dans ce soutien-là, dans ce rôle-là. Avant de conclure, ça a été dit un peu, mais on le dit explicitement ici, le TCA, le trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas le problème ou le trouble n'est pas dans l'assiette. Donc, les comportements, oui, affectent évidemment l'alimentation, mais c'est vraiment, comme j'avais nommé, des drapeaux petits ou gros, qu'il y a d'autres choses qui se passent. Donc, se rappeler que c'est bien plus gros, c'est bien plus profond que l'alimentation, que l'assiette de la personne, et reconnaître aussi que vu que ça a des impacts sur ce que la personne mange, sur vraiment la nourriture, qu'il faut quand même s'occuper de ça, mais vraiment avec une vue d'ensemble, avec du soutien plus large, parce que c'est des troubles qui sont multifactoriels et il faut l'aborder de cette façon-là pour cheminer vers un rétablissement. Donc, quelques mots-clés à retenir à la fin de cette visioconférence. Le TCA, c'est vraiment comme un iceberg. Il y a des comportements, des symptômes qui sont visibles, qui sont à la surface, comme la restriction, comme les changements alimentaires, comme la surentraînement, mais ce sont juste le bout, vraiment ce qui est important, ce qui se cache en dessous de la surface. C'est là qu'il faut aborder pour qu'on voit une amélioration. Sinon, le TCA, c'est comme une bouée. Ces comportements-là, ça a probablement sauvé la personne d'une méga tempête. Puis le reconnaître, c'est super important pour ne pas minimiser non plus les efforts que la personne a mis pour aller mieux, pour survivre, même si à long terme, traîner dans une bouée sur la surface de l'océan, c'est pas viable. Sinon, le rétablissement, c'est vraiment un chemin sinueux, comme monter une montagne, faire une longue randonnée. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va être là au tournant, mais ce n'est pas que difficile. Il peut y avoir des moments de pause, des moments de belles vues, des moments de rencontre avec d'autres personnes. Mais le plus qu'on s'attend à ce que ça soit un peu imprévisible, le moins pire, le moins effrayant que ça va être. Sinon, le ring de boxe, c'est vraiment le fait qu'il y a de l'ambivalence, il y a vraiment à l'intérieur de la tête une voix qui veut continuer à rester dans les comportements du TCA parce que ça a fonctionné, entre guillemets. Puis il y a le côté qui veut tellement, mais tellement s'en sortir, tellement aller mieux, tellement cheminer vers le rétablissement, peu importe à quoi ça ressemble, ce rétablissement-là. Donc, beaucoup d'ambivalence et c'est normal. L'équipe, l'entourage, c'est ça qui nourrit, qui prend soin de la voix qui veut aller mieux. Puis justement, vous êtes votre meilleur outil. Vous êtes une personne extraordinaire. Si vous avez envie de soutenir, faites-vous confiance. Tout en vous rappelant que ça ne se passe pas, le problème, le trouble n'est pas dans l'assiette. C'est multifactoriel, il y a plein de choses qui se cachent sous la surface. Et c'est en traitant la personne dans son ensemble, en se posant toutes les questions difficiles qu'on s'en sort.
Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le sujet, Arrimage offre tout plein de beaux outils. Le guide, je l'avais mentionné, mais il y a un guide sur les TCA qui se retrouve sur le site web. Puis c'est possible et encouragé de nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Encore une fois, merci. Bon, I think it's done.